un petit Tony. Pour finir la journée, comment choisir un bon influenceur? On va se mettre dans la peau d'un marketeur, d'un marketing, on a une marque, on a un jeu vidéo, on a quelque chose qu'on veut mettre en avant. Comment bien choisir un bon influenceur qui aura la bonne image pour mettre en avant notre marque, notre produit, notre savoir-faire, notre image? Alors c'est un article extrêmement pas pompeux, mais des fois tu dis mais c'est complètement l'évidence, mais mine de rien c'est assez intéressant de voir comment les marques et ceux qui veulent mettre en avant via des OPSP certains produits réfléchissent et sur quoi ils s'appuient. Également, c'est assez intéressant aussi, on apprend par exemple dans cet article que pour un macro-influenceur, donc il y a des micro-influenceurs, des macro-influenceurs et des méga-influenceurs, et pour les macro-influenceurs, on va voir c'est quoi d'après le marketing. On négocie entre $35 à $80 les 1000 vues. Donc, par exemple, on fait un NordVPN, on est macro-influenceur, on fait 1000 vues, 800 $. On va dire à la fourchette très haute. $350 la fourchette basse, $800 la fourchette haute pour les 1000 vues. Quand une vidéo fait 10 000 vues et qu'on est un macro-influenceur, eh ben vous savez faire des maths. Bref, c'est très intéressant, c'est un peu prout-prout, mais c'est souvent pareil quand on lit des gros pavés. C'est extrêmement intéressant d'en faire le résumé ou le condensé par la suite. Donc si vous êtes influenceur, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes OP spécialiseur, dites-moi ce que vous en pensez également. Allez, on se lance. Donc l'article, c'est un article sur Game Industry Biz qui s'appelle « Améliorer votre stratégie de marketing d'influence avec authenticité ». Parce que c'est évidemment avec l'authenticité que ça se vend le mieux. Mais comment fabriquer cette norme d'authenticité qui sera perçue par la communauté des influenceurs comme authentique? C'est là tout le nerf de la guerre, on va dire quelque part. Russ Hanberry des Phoenix Lab explore comment les joueurs, les influenceurs et les développeurs gagnent ensemble. Le marketing d'influence est l'art de trouver des personnes d'influence qui ont gagné la confiance de votre public cible et de travailler avec elles pour élever votre marque sans briser cette confiance. Trouvez des influenceurs qui livreront votre message dans leurs propres mots tout en respectant vos valeurs. Être transparent et authentique dans vos actions gagnera leur confiance et celle de leur communauté. Cela vous apportera des ventes, une notoriété et des commentaires précieux de votre public cible. On va voir aussi, vers la fin de l'article, pourquoi aussi les influenceurs sont de plus en plus plats. Tout simplement parce que il faut une image la plus neutre et la plus plate possible pour plaire à un maximum de marketeurs. Quand je dis marketeurs, il n'y a rien de péjoratif dessus, ça englobe tout ce qui est commercial, public relations, OPSP, jeux, marketing et tout le bazar. Pour moi, c'est un dérivé de marketing. Imaginez ceci. Un influenceur fait la publicité de votre produit, il n'y croit pas vraiment et son public, ne serait-ce que inconsciemment, peut le dire. La confiance est érodée, le battage médiatique est étouffé. Votre temps et votre budget sont gaspillés. Cette opportunité est manquée, à commencer par une erreur courante. Approchez les influenceurs de manière transactionnelle, c'est-à-dire juste à la monnaie, en se disant « Tiens, lui, il a 200 000 abonnés, est-ce que je te donne 2000 balles, est-ce que tu peux me faire ça ?» Ça marche pas. Au lieu de contacter les influenceurs avec des prix et un verbiage qui génèrent des messages superficiels, travaillez avec les bons influenceurs pour délivrer un message authentique. Lorsque le marketing d'influence est bien fait, il apporte aux joueurs un contenu qui résonne avec eux, donne aux influenceurs la possibilité de créer du contenu informé ou vous donne du matériel promotionnel de haute qualité qui stimule la sensibilisation et la conversion. La conversion, c'est il a vu la pub, il a acheté derrière. On a converti un potentiel acheteur en acheteur. Comment choisir un influenceur? Dissiper l'idée que les influenceurs doivent avoir un large public pour faire partie de la stratégie de marketing d'influence de votre entreprise. La taille des influenceurs avec lesquels vous travaillez devrait plutôt être directement informée par vos objectifs. Si votre objectif est la conversion pure et dure, alors visez les micro-influenceurs. Qu'est-ce qu'un micro-influenceur? Ce sont des personnes comptant entre 1000
et 100 000 abonnés. Oui, c'est une fourchette assez longue, mais c'est divisé en 3 grosses catégories, voilà. Entre 1000 et 100. Moi, je suis un micro-influenceur de par mes 40 000 abonnés. Et donc, si votre objectif, c'est la conversion, c'est les personnes vers qui il faut collaborer. Pourquoi ? Ils cultivent des communautés très unies au sein de leur niche, ce qui rend leur portée réduite, mais extrêmement efficace. La confiance qu'ils entretiennent en entretenant leur communauté leur permet de vendre à un taux disproportionné par rapport aux plus grands influenceurs et leur vente totale dépasse souvent celle des macro-influenceurs. Les macro-influenceurs, pour spoiler, c'est entre 100 000 abonnés et 1 million d'abonnés. Tout simplement, ça c'est logique quelque part. Les petites chaînes ont souvent des communautés très attachées de par l'effet, cette sensation de très grosse proximité avec le youtubeur, avec le vidéaste, avec l'influenceur. Là où quand c'est une grosse chaîne, on sait qu'on est un peu noyé dans la masse et on doit payer, faire des dons pour qu'ils lisent notre message. Donc la conversion est beaucoup plus faible. Considérez le résultat des micro-influenceurs comme des publicités ciblées et fiables. Bien qu'ils atteignent un plus petit groupe de personnes, ceux qu'ils atteignent peuvent être hautement qualifiés et donc plus susceptibles de se convertir. Pour accroître la notoriété de votre jeu ou de votre produit, les macro-influenceurs, des personnes comptant de 100 000 à 1 million d'abonnés, sont les personnes avec lesquelles vous souhaitez travailler. Ils sont bien connus sur les plateformes et sont parfaits pour augmenter la visibilité tout en livrant un message authentique. Ils convertissent mieux que les méga-influenceurs et sensibilisent davantage que les micro-influenceurs. Lorsqu'ils sont bien choisis, les résultats des macro-influenceurs peuvent être considérés comme des publicités qui ne sont diffusées qu'aux utilisateurs qualifiés. Les méga-influenceurs, quant à eux, ce sont des personnes comptant plus d'1 million d'abonnés et sont bien connus dans tous les secteurs. Leur portée est massive, mais leur relation avec la communauté 1-1 est totalement et purement superficielle. Lorsqu'ils sont bien choisis, leurs résultats sont comme des gros panneaux publicitaires à Times Square, accrocheurs, mais coûteux. Parce que on regarde pour la méga star, si elle fait la pub de quelque chose, on s'en branle un peu, c'est vraiment le contenu de la vidéo qui nous intéresse. Alors qu'un micro-influenceur, un macro-influenceur, il va plutôt tester le produit. On n'est pas encore dans vraiment l'homme sandwich pur et dur. Il va encore avoir cette approche de il teste le produit parce qu'il kiffe ça l'intéresse, et du coup ça convertit beaucoup plus facilement sa communauté. Quel que soit, par exemple, juste comme ça, Red Shadow Legend m'a contacté pour faire un truc, et maintenant, avant il disait tiens, pour 1500 balles, qu'est-ce que vous faites? Maintenant ils disent donnez-moi votre prix. Et souvent les micro-influenceurs, les macro-influenceurs, les méga-influenceurs, même les méga-influenceurs généralement ils savent, les micro-influenceurs ne savent pas combien ils doivent donner comme prix. Et bien à la fin de l'article, on nous le précise et c'est très intéressant de pouvoir se positionner là-dessus. Moi j'ai refusé Red Shadow Legend, je lui ai juste dit le jeu est juste dégueulasse, il correspond pas du tout à ce que j'aime, donc ça m'intéresse pas. NordVPN m'a contacté aussi, il y a à peu près 2-3 semaines. NordVPN, j'ai rien spécialement contre eux, j'ai refusé parce que j'avais juste la flemme de rentrer dans les tractations, de savoir, de commander, et qu'est-ce qu'il faut dire, et tout ça, pour 500 balles, 1000 balles, 1500 balles, c'était plus chiant qu'autre chose. Parce que aussi, j'ai un boulot à côté, j'ai un véritable boulot à côté, YouTube c'est juste du passe-temps. Et je suis pas à 500, 1000 euros près, bon, on va dire. Il me dit, ouais mais t'aurais pu prendre le fric, je suis pas à 500, 1000 euros près. J'ai estimé que ce que m'aurait apporté je suis fainéant, voilà, feignasse. Si un jour je fais une OPSP, et que soit c'était un gros chèque, soit la demande était vraiment intéressante pour un porto, une bière, un vin ou n'importe quel spiritueux, je dirais banco tout de suite. C'est de la blague. Pas forcément de l'alcool. Mais il faut vraiment que le produit m'intéresse. Mais par contre, vendre mon cul pour Red Shadow Legend, jamais de la vie. Je suis un gamer, qu'on le veuille ou non, je me définis comme un gamer, même un geek, un rétro gamer. Et en tant que gamer, j'ai une putain d'éthique. Même s'il me proposait 100 000 balles, je refuserais. C'est honteux, Red Shadow Legend. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire.
Les écosystèmes, alors quel que soit l'influenceur que vous choisissez, donnez la priorité à un engagement médian élevé par rapport aux abonnés ou à l'audience. Les écosystèmes et les plateformes entourant les influenceurs sont des mesures complexes et déroutantes avec une myriade de statistiques trompeuses. Quand les choses se passent bien, les statistiques de vanité, de portée potentielle, suiveurs, impressions, spectateurs et autres respectivement ne sont pas suffisantes pour dépenser seules lorsque des mesures d'engagement solides sont disponibles. Suivez les statistiques de vos influenceurs avant et pendant votre campagne pour avoir une image claire de l'engagement de leur public et de leur engagement avec votre activation par rapport à leur contenu régulier. Moi, ce que j'ai noté aussi, quand quelqu'un fait une OPSP dans les micro-influenceurs, genre c'est sa première OPSP, sa deuxième OPSP, avant c'était houspillé, c'était honteux, c'était le ramdam pas possible. On a vraiment un changement de paradigme qui s'est opéré. Maintenant, quand quelqu'un fait sa première OPSP, on dit qu'il est adoubé par le système, il est adoubé par YouTube, il est devenu un véritable vidéaste. Il a été sanctifié et il gagne en abonnés, il gagne en notoriété, il gagne en visibilité. C'est bien vu maintenant. C'est très intéressant. J'en étais où? Statistiques à suivre. Le suivi devrait augmenter de mois en mois. Et donc, par exemple, si on prend les stats de ma chaîne, tout simplement, on va aller dans le tableau de bord, tout simplement le tableau de bord basique, simple. Peut-être aller dans l'analytique. Analytique, ça sera plus simple. Quand tu regardes les stats de ma chaîne, on y va en... Merde, qu'est-ce que je fais? Tac. On va juste dézoomer un peu pour que ça soit plus clair. Quand tu regardes les stats de ma chaîne, ça grandit à chaque fois. En fait, il faut regarder sur plusieurs mois. Donc, si tu regardes sur plusieurs mois, on va en voir plus. On va regarder sur les 6 derniers mois, sur la dernière année. Sur la dernière année, on voit rien. Magnifique. Sur les 3 derniers mois, est-ce qu'on voit quelque chose? Ah oui, mais attends, dans les trucs, ça va comparer ça. Ça va comparer juste les vidéos. C'est totalement débile d'aller là-dedans. Attends, c'est pas dedans qu'il faut aller là. C'est où qu'il faut aller? Vues? Comment je peux voir les vues à 3 mois? Même moi, je sais pas. Ah, j'ai trouvé. C'est bon, calmez-vous. Ah, c'est là. Voilà. Sur les vues de l'année, alors l'année c'est vraiment pas parlant, sur les vues des 90 derniers mois. Sur les vues des 90 derniers mois, ça n'a pas spécialement augmenté. Vous voyez, je fais toujours à peu près, en gros, entre 30 000 et 50 000 vues. Il y a des pics, il y a des trous à 13 000. Il y a des pics à 70 000. Il y a eu des gros pics là récemment qui sont juste... Voilà, il y a eu un petit boom. Là, tu sens qu'il y a une grosse bosse ici, comparé à une petite bosse début avril. Globalement, ça monte doucement. Donc pour moi, je suis pas dans augmente de mois en mois, mais ça reste très léger. L'audience devrait être de 10% à 15% de leur nombre total d'abonnés. Alors ce que j'entends par là, c'est le nombre de vues sur les vidéos. Moi j'ai 40 000 abonnés, et pour eux, quelque chose de bien, c'est quand une vue fait 10% de ses abonnés. Donc en gros, qu'une vidéo moyenne, sur mes 40 000 abonnés, fait entre 4 000 et 6 000 vues. Là, par exemple, je suis totalement dedans. Si tu regardes dans mes dernières vidéos, par exemple, 14 000 vues, 11 000 vues, 12 000 vues, 12 000 vues, 5 000 vues, celle-là elle est sous-performée, mais elle est cool, hein, 15 000 vues, 8 000 vues, 4 000 vues, tout le monde s'en fout de Miyamoto, 7 000 vues, 23 000 vues, 17 000 vues, 40 000 vues, 17 000 vues, évidemment si tu regardes, hein, c'est surtout les dramas et les trucs SJW qui font cliquer, évidemment. Mais bref, je rentre dans la statistique, c'est aussi ça qui est intéressant. Ce qu'ils disent aussi, c'est les j'aime ou je n'aime pas devraient être de 10 contre 1. Donc à plus de 90%. Et là, je suis assez content parce que le retour de ma chaîne est assez cool de ce côté-là. Si vous regardez bien, je suis 97, 96, 96, 96, 94, 97, 96, 95, 96, 96. Il est où l'échec gastronogeek, astronogeek? 49%. Elle était très bien reçue celle-là. 96, 96, 95, 94, 69, pareil c'était astronogeek, 96, 95, 95, 62 c'était astronogeek. J'ai fait une bonne trilogie là-dessus. Vodka 84, 98. Globalement, je suis au-dessus de 90% dans la très grosse majorité des cas, et environ 5% de leur nombre total d'abonnés sur d'autres plateformes sociales. C'est-à-dire que si j'ai 40 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, je devrais avoir 5% sur d'autres réseaux sociaux au hasard. Par exemple, Twitter, je suis à... Je sais même pas, parce que je regarde jamais, je suis à 5 000 abonnés. On va arrondir, hein, je suis à 5 000, donc je suis totalement dans les stats.
Les ventes de clics et directement attribuées devraient augmenter par rapport aux performances passées. Les ventes des impressions élevées avec peu ou pas d'engagement sont un signal d'alarme. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de vues, mais il y a 3 commentaires, c'est un gros signal d'alarme. Alors moi, voilà, c'est pareil, si on revient encore sur mes stats, et aussi pour ça aussi... Je peux plus lire tous les commentaires, c'est juste pas possible. En fait, c'est mort. Et en fait, quand tu regardes en plus, quand tu vas dans les commentaires, ça fait aussi une petite FAQ perso de ma chaîne. Cette putain de section commentaires là est juste dégueulasse de la part de YouTube. Tous les commentaires ne remontent pas, tu sais pas pourquoi. Les réponses ne remontent. Si je réponds à quelqu'un, j'ai aucune notification que la personne m'a répondu à ça. Donc c'est juste dégueulasse. Et donc je suis arrivé au moment où j'ai beaucoup trop de commentaires pour absolument tout lire. Et donc, avant je mettais des cœurs à tous les commentaires, c'est juste pas possible. Donc maintenant, quand je vais au taf le matin, dans le bus ou le soir, je scrolle un peu, puis dès qu'il y a un commentaire qui m'a un peu amusé, je mets un cœur. Je peux plus mettre des cœurs à tout le monde, et ça c'est triste. Mais 600 commentaires, 200 commentaires, 300 commentaires, 500 commentaires, voilà, 400 commentaires, 1350 commentaires, 500 commentaires, bref, c'est devenu la foire à la saucisse de ce côté-là. C'est aussi pour ça les Dali Bourdin, cette série de vidéos des Dali Bourdin qui m'intéresse parce que moi, ça m'intéresse comment fonctionne YouTube de mon côté et également, je vous transmets également cette information pour vous qui potentiellement êtes également intéressés par comment fonctionne YouTube derrière le rideau et tout ça. Et de voir cette évolution ensemble, c'est vraiment très intéressant. C'est pour ça que j'ai aucune pudeur, je suis totalement transparent avec vous sur tout ça parce que j'estime que c'est nécessaire pour bien comprendre comment fonctionne YouTube, déjà de ce point de vue. Au moins de mon opinion, de mon avis, et évidemment de mon son de cloche, évidemment. Et de s'en approcher à peu près pour comprendre le fonctionnement de tout ça. Lorsque vous travaillez avec le bon influenceur pour votre produit, vous voyez le succès, il voit le succès, et le public voit le contenu avec lequel il résonne. J'aime beaucoup cette... il vibre, tu vois, il résonne. C'est pas de la pub, c'est pas client, on n'est pas dans un aspect... On est d'accord qu'on encule des mouches et on est totalement dans... On joue sur les mots. Mais ça marche. La valeur que vous apportez, le marketing... Et là, c'est très intéressant. Le marketing d'influence ne fonctionne que si vous créez un scénario gagnant-gagnant-gagnant. Influenceur, toi, enfin le marketing, et le visionneur, le viewer. L'influenceur, le public et la marque devraient tous prendre l'avantage. Il est de la plus haute importance que vous entreteniez des relations de travail authentiques et solidaires avec vos influenceurs de confiance. À quoi cela ressemble, qu'il s'agisse d'un programme partenaire, d'un programme d'affiliation ou de toute autre chose, dépend de vous. Récompensez le bon comportement. L'une des plus grandes erreurs que vous puissiez commettre dans le marketing d'influence est de ne parrainer que les personnes dont vous souhaitez faire la publicité pour votre jeu, tout en ignorant celles qui ont déjà fait la publicité pour votre jeu en créant du contenu gratuitement. En parrainant des influenceurs qui croient déjà en votre produit, vous reconnaissez leur valeur culturelle et leur impact financier. Ça, c'est très intéressant. À ma modeste échelle, et quand ma chaîne avait que 10-15 000 abonnés, j'ai été Ubisoft Star Player, j'étais administrateur de la communauté, je suis administrateur de la communauté francophone de Trial.fr et maintenant qui est devenu Trial-France.fr. Je suis devenu Trial Elite, c'est-à-dire que j'ai aidé à participer au développement de Trial Rising. La question à un moment s'est posée, est-ce que, pour tout le taf que t'as fait, est-ce que... Ubisoft m'a dit, pas tout le monde c'est Ubisoft, mais il y en a, ils m'ont dit, mais est-ce qu'on t'a proposé quelque chose d'argent ou quoi là-dessus? Et moi, un peu con. J'ai dit non, je veux pas d'argent. Le kiff déjà de faire des voyages, aller à Los Angeles, d'aller à Helsinki. En tant que star player, en 2016, j'ai eu tous les jeux Ubisoft gratuits pendant toute cette année. Je suis invité aussi à la Paris Game Week, même après avoir été Ubisoft Star Player. C'est largement assez pour tout ça. Par contre, j'ai dit, et là je serais vraiment intransigeant, c'est que tous les championnats, les tournois qu'on a fait dans le cadre de Trial, j'aimerais avoir des lots Ubisoft. Et ils m'ont donné des milliers d'euros de lots Ubisoft qu'on a pu organiser. On a organisé des tournois de dingue, que ce soit la BCC, la RTC, on a organisé des tournois de dingue et on a pu donner énormément de lots aux vainqueurs. Et pour moi, ça, c'est vraiment ma plus grosse fierté et le plus gros
remerciement que je peux faire à Ubisoft qu'ils aient vraiment joué le jeu, parce qu'au final, ils ont soigné la communauté au maximum de ce qu'ils pouvaient, alors que on leur rapportait pas spécialement des ventes. C'est pas avec mes vidéos où je faisais 4-5 000 vues que je leur rapportais des ventes. Si je leur rapportais peut-être 5 ou une dizaine de ventes, mais centaines de ventes, allez à tout casser, mais le soin de la communauté, c'est là où c'est très intéressant. Parce que là, on se pose même pas la question, tu vois, quand PewDiePie y est arrivé, on sait pertinemment qu'Ubisoft l'a payé je sais pas combien de dizaines de milliers d'euros pour faire la publicité de Trial Fusion et de Trial Rising. On s'est même pas posé la question du genre, ouais, regarde, ils le payent à mort. Quand on sait tout ce qu'ils nous ont donné, nous, au niveau à l'échelle communautaire, on l'a bien vu. Alors que dans un autre côté, il y a eu des dramas, je vais pas citer les jeux ni les communautés, ils ont payé des très gros influenceurs, Squeezie, rien contre Squeezie, mais derrière, la communauté n'a strictement rien eu en ruissellement de tout ça, alors que c'était elle qui faisait vendre le jeu et qui entretenait la vie du jeu sur plusieurs années. Et ça, c'est très intéressant, c'est très important également. Oui, c'est peut-être de l'influence à perte, mais c'est extrêmement nécessaire pour les besoins d'une bonne image. Je sais pas si vous m'avez compris. Les commentaires sont là si vous m'avez pas compris, ou si vous voulez plus d'éclaircissement. En parrainant des influenceurs qui croient déjà en votre produit, vous reconnaissez leur valeur culturelle et leur impact financier. Va au bâton pour eux. Ne payez pas simplement vos influenceurs équitablement. Aidez-les à améliorer leur présence sur les réseaux sociaux. Un signal pour booster leur contenu sur les réseaux sociaux de marque. Indiquez-leur des opportunités si vous pensez qu'elles correspondent à la description, même si cela ne vous aide pas immédiatement. Cultivez des relations réelles, solidaires et non prédatrices. Évidemment, là on est dans un cadre du bon marketing. Parce qu'il y a aussi des requins, des prédateurs et des salopards qui cherchent que à arnaquer et juste à chercher le profit, on est d'accord. Dans les deux sens. Que ce soit du côté des influenceurs et du côté des marketeurs. Évidemment. Là, on est dans l'aspect, on va dire, tout le monde il est cuit-cuit, c'est les oiseaux, c'est génial, il y a des papillons. La valeur que les influenceurs apportent. Il est évident que les influenceurs apportent une valeur considérable au produit. Le marketing d'influence n'existerait pas autrement. Les influenceurs apportent de la notoriété, des ventes et lorsqu'ils sont encouragés, des commentaires, un plaidoyer, une portée mondiale. Retour d'information. Une fois que vous avez la chance de gagner la confiance et l'admiration des gens pour votre jeu, vous devez écouter leurs commentaires. Si vous n'écoutez pas l'opinion de vos influenceurs, les opinions de son public, vous manquez de créer un produit encore meilleur pour votre public cible. N'oubliez pas, vous l'avez choisi pour une raison. C'était quand on était Trial Elite, en fait, ils ont cadré, ils ont choisi, on était 15, je crois, au total. À peu près un de chaque qui représentait un élément particulier du jeu, un ninja, un communautaire, un builder, un influenceur, un gars qui... Voilà, bref, tous les aspects du jeu différents. Et ils ont écouté nos commentaires pendant 1 an ou 2. Et c'était une expérience juste incroyable. Ils nous ont écoutés, ils nous ont pas pris tout en compte, parce que ce qui était extrêmement intéressant là-dessus, pendant 2 ans, on recevait les builds, ça je peux le dire maintenant, mais pendant 2 ans, on recevait les builds de Trial Rising avant qu'ils sortent chaque semaine. Et on donnait un retour là-dessus. Et ce qui était diablement intéressant, c'est qu'on avait des réunions WhatsApp, web et tout ça, où ils prenaient en considération nos retours, mais aussi ils nous faisaient comprendre monétairement, budgétairement, projectivement, pourquoi ça s'est gardé, pourquoi ça, malheureusement, à contre-cœur, à crève-cœur, ça doit être enlevé, ça doit être retiré, pourquoi ça pose problème. Et bref, c'était incroyablement intéressant d'être derrière le rideau. Je vous parle de ça, c'est complètement rien à voir avec l'article, mais c'est pas grave. Pourquoi c'était extrêmement intéressant de voir comment se fait un jeu derrière le rideau. Et encore, un Trial Rising, ça reste, entre guillemets, un petit jeu, comparé à des super structures que peuvent être des Rainbow Six, des Assassin's Creed ou de ce genre de choses. Mais on est très 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 loin de comprendre la réalité qu'il y a derrière le rideau. Commandez vos avocats. Je pense que c'est mal traduit. Demandez à des influenceurs fidèles de créer une suite de contenus diffusant votre message principal. Cela attirera l'audience sur leur chaîne et donnera aux nouveaux influenceurs un pool de connaissances à rechercher afin d'améliorer la qualité de leur contenu. Votre message sera diffusé non seulement par des points de discussion, mais par des paroles authentiques de vrais croyants.
Les mots sont forts, et c'est pour ça que je parle doucement. Les mots sont très très forts. Votre message sera diffusé non seulement par des points de discussion, mais par des paroles authentiques de vrais croyants. Et quoi que vous en vouliez ou non, les marques, et ça je l'ai étudié quand je faisais de la sociologie des religions, enfin de l'anthropologie et de la sociologie des religions, les marques de maintenant, les Reebok, les Lacoste, les PlayStation 5, les Xbox, FIFA, PES, on est dans un système totémique. C'est-à-dire on est presque à la base de toute religion. Qu'on le veuille ou non, on dit moi les marques, je m'en fous. La masse des gens se rallie autour d'un totem, comme des Indiens autour de leur totem, de leur divinité qu'ils idolâtrent et qu'ils protégeront jusqu'à la mort par rapport au totem du voisin. Et c'est purement humain en fait. C'est purement humain. Et encore une fois, individuellement, on sait faire la part des choses. Collectivement, sociétalement, culturellement, on est tous comme ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment dissocier les deux. Et donc, on diffuse la parole à des vrais croyants qui font que boire parole d'évangile. Si vous ne parrainez pas d'influenceurs qui vous promeuvent régulièrement gratuitement, tout en parrainant simultanément leurs homologues qui ne vous sont pas fidèles, vous encouragez les mauvais comportements. C'est exactement ce que j'ai dit au-dessus, ça sert à rien de paraphraser là-dessus. Différentes données démographiques. La diversification des données démographiques que vous atteignez est d'une importance vitale, car elle ouvre votre produit aux dons d'opinions diverses. Vous apprenez ce qui est important pour un large éventail de personnes et vous pourrez utiliser ce commentaire pour rendre votre jeu plus accessible à toutes vos données démographiques. Parrainer des influenceurs dans toutes les langues dans lesquelles votre jeu est disponible, cela aidera ces sous-communautés à se sentir encore plus connectées et intégrées à votre produit. J'ai eu le cas tout simple, enfin pas moi, mais d'un collègue. Il y a une scène YouTuber en Serbie. J'ai regardé vite fait. Franchement, j'ai regardé vite fait parce que j'ai déjà pas assez de temps libre, donc je vais pas me poster là-dessus. Et je me suis rendu compte qu'il y a des youtubeurs serbes hyper connus, genre à 100 000, 200 000, 300 000 abonnés, qui ont même plusieurs millions de vues et tout. C'est assez incroyable. Et il y en a, ils ont des parrainages pour des jeux. Tout le monde s'en branle à peu près dans le monde, mais ils sont parrainés en Serbie. Notamment le jeu de Euro Truck Simulator, Euro Truck Simulator, qui fait un tabac en Serbie. Il y a des modeurs qui refont toutes les routes serbes et tout. Et c'est très intéressant, justement, ils ont senti le potentiel, et du coup, le jeu est extrêmement bien vu, parce qu'il est soutenu par la communauté, il est soutenu par les youtubeurs, bref. C'est très important. Changez-le. Apprendre quelque chose, répétez. Vous voyez quelque chose qui ne fonctionne pas, changez-le. Vous remarquez que vos influenceurs ne se sentent pas entendus, soyez plus transparent. Prendre plus de temps que prévu pour voir les résultats, faites confiance à votre instinct, abordez le marketing d'influence avec authenticité afin de créer des scénarios gagnant-gagnant-gagnant. Le marketing d'influence est une forme d'art, et comme toute œuvre d'art, il faut de la patience et de l'attention pour bien faire les choses. J'irais peut-être pas aller jusque l'art, hein, mais bon. Vérification des influenceurs. Il est de votre responsabilité d'assurer la sécurité de votre communauté. Et là, c'est là où on comprend pourquoi tous les influenceurs ont tendance à s'adoucir, à courber les chines et à être... Rien que le cas du roi des rats. Voilà, le roi des rats, il a peur pour sa chaîne, il peut plus faire d'OPSP, il l'a dit lui-même, il va adoucir la vocalise, ça change en rien sur le fond, comme il le dit, mais il va adoucir, parce que s'il veut continuer à faire pérenniser sa chaîne, il peut plus faire le contenu qu'il faisait il y a 1 an ou 2. Ou alors, il arrête la chaîne. Après, le commentaire qui vient, c'est « Mais comment il faisait il y a 1 an ou 2, il avait pas d'OPSP, puis il le faisait très bien. » À l'époque, il vivait pas de sa chaîne, c'est ça le truc. Il est de votre responsabilité d'assurer la sécurité de votre communauté. Cela signifie vérifier vos influenceurs avant de les commissionner et les maintenir à un niveau élevé s'ils ne respectent pas vos valeurs. Commencez par comprendre les valeurs fondamentales de votre entreprise, par exemple l'appartenance. Recherchez des influenceurs qui s'alignent sur ces valeurs fondamentales, par exemple cultiver une communauté sûre, communiquer vos attentes, tenez vos influenceurs à des normes élevées et arrêtez de travailler avec ceux qui échouent. C'est drastique.
Sponsoring d'influenceurs. Une fois que vous avez décidé qui vous allez parrainer, vous pouvez les contacter directement ou travailler avec une agence. Contacter directement les influenceurs est plus rapide pour vous, mais vous permettra d'économiser environ 20 000 euros. Environ 20% de votre budget. C'est génial pour les petites activations, mais évolue très mal. Le courrier électronique est un excellent point de départ pour contacter des influenceurs. Twitter est un autre excellent endroit pour contacter, que ce soit dans un tweet ou dans un message direct. Dans un MP. Choisir de mener votre propre campagne d'influence signifiera également que vous êtes limité par votre réseau, tandis que les contacts des agences ont une plus grande portée. Avoir une agence pour gérer votre campagne avec vous coûte plus cher, mais vous libère du temps pour réfléchir de la manière stratégique tout en exécutant tactiquement. Et là, on en vient au gros du sujet. Vous pouvez attendre à payer entre 30$ et 85$ pour les 1000 vues. Pour les macro-influenceurs. Donc pour les gens de plus de 100 000 abonnés. Donc on va aller dans la fourchette basse pour les micro-influenceurs, entre 10 et 30$ les 1000 vues. Donc par exemple, si vous savez pertinemment que votre chaîne va faire, admettons que j'ai accepté NordVPN, et que je sors la vidéo, et c'est là où toute la difficulté aussi dans les micro-influenceurs, quand c'est un méga-influenceur, un macro-influenceur, il sait qu'il va faire des centaines de milliers de vues, donc il a un minimum syndical, en fait, il sait ce qu'il va obtenir. Moi, mes vidéos peuvent aller, comme vous avez vu, de 4000 vues à 100 000 vues, comme celle de Greg Tabibian. Et un gars qui t'habille bien, c'est qu'il a la mode. Il t'habille bien. J'ai volé la blague à quelqu'un, je l'ai lu en commentaire. Mais par contre, j'ai plus son droit d'auteur, je sais plus. Je sais plus son nom. Et donc, ce que je voulais dire par là, imaginons que j'accepte NordVPN ou Red Shadow Legends. Je leur vends une vidéo où je leur dis, voilà, je vais faire 20 000 vues là-dessus. Donc 20 000 vues, je suis micro-influenceur, donc entre 10 et 30 euros. 10 et 30 euros, voilà. Donc 20 000 vues à 10 et 30 euros, de 2000 balles. 2000 à 3000 balles. J'y crois pas. Ça me paraît tellement haut. Mais vous allez voir la suite de l'article, c'est assez intéressant. Mais pour les macro-influenceurs, entre 35 et 80$. Mais qu'est-ce qui se passe si la vue ne fait pas assez? Si ta vidéo bide? Il y a eu le cas d'un influenceur, j'ai aucune idée de qui c'est, je m'en rappelle plus. Peut-être que ça vous dira quelque chose. Il fait une vidéo sponsor NordVPN. Il fait 120 ou 130 000 vues, je crois, sur sa vidéo. Et il a chialé sa mère sur Twitter. S'il vous plaît, pour aller voir ma vidéo, faut qu'elle atteigne les 150 000 vues. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, je paraphrase un peu et je surjoue un peu. Mais on est clairement dans le truc où il a donné un chiffre, j'imagine, pour avoir un surbonus de la part de NordVPN ou Red Shadow Legends, je ne me rappelle plus c'est quelle OP marque, et il n'avait pas atteint le chiffre. Et à mon avis, ils doivent les faire sur une semaine. Je sais pas, je suppute. Mais c'est très intéressant. Et comme tu sais pas vraiment combien tu vas faire, et que le contrat se négocie avant ta vidéo, avec sûrement peut-être un bonus, genre voilà, si tu fais 20 000, c'est tant, et après, par tranche, on augmentera. Pour ça, un jour, il faut absolument que j'accepte une OPSP par Red Shadow Legends, pour voir comment ça marche vraiment. Et là, je pourrais vous donner un véritable retour. Lorsque vous traitez avec des micro-influenceurs, alors, vous pouvez attendre de payer entre 30$ et 85$ pour 1000 vues les macro-influenceurs et encore plus les méga-influenceurs. C'est contre dizaines de milliers d'euros. Récemment, j'avais fait une vidéo de Enjoy Phoenix où elle a avoué avoir touché 190 000 euros en EPSP pour une OPSP dans le temps. Récemment aussi, j'ai fait une vidéo où Sardoche a expliqué qu'il a quasiment touché une OPSP à 100 000 euros pour Red Shadow Legends d'ailleurs. Lorsque vous traitez avec des micro-influenceurs, vous constaterez peut-être qu'il sous-évalue, en particulier compte tenu du taux de vente disproportionné qu'ils réalisent. Les micro-influenceurs ne se rendent absolument pas compte des ventes qu'ils réalisent. Qu'est-ce que c'est un bon marketeur? C'est comme c'est quoi un bon chasseur, un mauvais chasseur? Les bons marketeurs, n'en profitez pas. C'est bon, je l'ai arnaqué, il a accepté 300 balles pour faire notre pub. N'en profitez pas.
Au lieu de cela, travaillez avec des influenceurs pour vous assurer qu'ils comprennent leurs valeurs et choisissez de les payer à un taux forfaitaire si le coût par vue diminue la valeur qu'ils apportent. Si vous avez un programme partenaire ou affilié, vous pouvez envisager d'offrir un bonus pour X commissions ou d'adoucir l'offre avec des incitations en jeu. Le contenu sponsorisé doit être durable. Créer beaucoup de bruit en parrainant des influenceurs autour de Big Beat aura plus d'impact que d'offrir des opportunités payantes dans une approche toujours active, qui entraîne de la fatigue. C'est mieux de faire une putain d'OPSP au moment opportun al dente que de faire sur toute l'année, au bout d'un moment tout le monde s'en foutra. De plus, préparez vos influenceurs à un succès durable grâce à une sorte de partage des revenus. Le programme Supporter Creator d'Epic est un excellent exemple de bien faire cela. Les programmes de partage des revenus comme celui-ci encouragent les influenceurs à continuer à créer du contenu lorsque vous ne les commandez pas directement, à les payer équitablement en fonction de leur conversion et à permettre à leur public de les soutenir directement lors de leurs achats. Donc même quand l'OPSP est fini, tu as ton code créateur où le créateur continue de toucher quelque chose pour chaque vente effectuée. C'est un partenariat dans le temps. Créer une stratégie d'influence avec un objectif mesurable. Les objectifs doivent être ambitieux mais toujours réalisables. Si vous exécutez une campagne d'influence axée sur la conversion, définissez des objectifs mesurables en fonction du taux de conversion passé de votre influenceur cible. Par exemple, clic, téléchargement, achat. Mesurez l'efficacité, puis répétez et répétez. Si vous dirigez une campagne d'influence axée sur la notoriété, définissez des objectifs mesurables en fonction des engagements passés, des impressions et du trafic organique de votre influenceur cible sur votre site. Mesurez également Google Trends au fil du temps par rapport à d'autres jeux qui plaisent à votre public cible. C'est vrai que j'y vais jamais sur Google Trends, il faudrait que j'y aille plus souvent. Vous pouvez choisir d'exécuter une version à petite échelle de votre campagne avant d'exécuter l'activation complète. Mesurez l'efficacité de la campagne de test par rapport à vos objectifs et vos attentes, puis calculez les dépenses et les quantités de contenu en fonction de ce que vous avez appris. Trouvez des sosies. Ce qu'il faut dire par là, c'est évaluer quels influenceurs ont eu le plus de succès et parlez-leur de leur expérience. Recherchez ensuite plus d'influenceurs similaires à eux en fonction de leur performance et de leurs commentaires. Commencez par chercher des influenceurs dans les annuaires de vos concurrents. Les personnes qui aiment regarder à la fois le jeu X et le jeu Y aimeront probablement aussi jouer au jeu X et au jeu Y. Ça, c'est très important. Aussi, c'est un petit conseil pour les petits youtubeurs. C'est extrêmement mal vu dans les tags de mettre d'autres chaînes. C'est extrêmement mal vu. On est d'accord. Il y a eu un débat où la critique de Zoltan, un critique cinéaste que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui avant s'appelait Le Cinéma Masqué, il avait mis le fossoyeur de film en tag, Durandal et tout ça. Et on lui dit ah, connard, tu surfes sur le succès des autres pour te faire du bif. C'est honteux. Quel manque de dignité. Et sa réponse a été juste parfaite en disant perso, je vois pas le problème. Je suis sur la même ligne éditoriale, je suis dans le même secteur. De mettre le tag de mes concurrents en direct, de mes collègues, ça va faciliter mon référencement auprès des gens qui aiment ce genre de contenu. Moi, je regarde Durandal, Fossoyeur et d'autres trucs cinéastes. Et c'est-à-dire que si je mets Durandal, par exemple, c'est pour ça que moi je mets Lusty dans mes tags. Lusty, Yangia, The Quartering, Hill vs Babyface, Julien Chiez, EMB, qu'est-ce que je mets d'autre ? Je sais plus ce que je mets d'autre. Parce que, en fait, quand tu mets ce tag, t'as une potentielle chance que l'algorithme de YouTube, quand tu regardes une vidéo par exemple de Fossoyeur de film, ou de Lusty, et que le Zoltan a mis Fossoyeur de film dedans, dans les recommandés, sa vidéo va apparaître. Donc quelqu'un qui aime le cinéma, il voit les vidéos de Zoltan apparaître. Tout simplement comme quand tu ouvres une pizzeria, dans la rue à côté, tu vas pas aller faire ta pub dans l'allée où il y a que les marchands de vêtements, tout le monde s'en branle, tu vas aller faire ta pub là où il y a les fast-food. Et c'est complètement con que ça soit mal vu. Et c'est pour ça que plein de petites chaînes YouTube, si vous êtes sur une ligne éditoriale ou un concept similaire, n'ayez pas peur de mettre dans les tags les collègues qui font du contenu similaire. Ça aide au référencement. Si vous vendez un jeu PVP, vous obtiendrez généralement des taux de réussite plus élevés en parrainant des influenceurs PVP, par rapport à des influenceurs en dehors de ce genre.
Si vous réalisez ensuite que votre public a une affinité spécifique pour le contenu PVP à haute énergie, mais ne se soucie pas des compétences, vous aurez des taux de réussite encore plus élevés avec des influenceurs qui correspondent à cette énergie. Ce qui rend un influenceur attrayant niveau énergie, comédie, compétences, compte tout autant que le genre qu'il joue régulièrement, en particulier lorsqu'il s'agit d'influenceurs qui ont des relations personnelles avec leur communauté. Message clair. L'audience n'est que du bruit si le message ne résonne pas avec le public. Le message résonnant ont à la fois un attrait et des points à retenir. Les informations sur votre jeu doivent être faciles d'accès, faciles à digérer et à partager. Vous devez fournir des domaines d'intérêt ou des points de discussion de haut niveau, même lorsque vous travaillez avec des influenceurs qui créent régulièrement du contenu sur votre jeu. Le maintien d'un serveur Discord, spécialement pour les créateurs associés à un accès anticipé aux mises à jour, amène les influenceurs dans votre cercle de confiance. Si vous savez quelque chose qui va leur apporter des vues, préparez-les à parler de cette fonctionnalité à l'avance. Après, il y a le côté un peu casse-couille. Par exemple, les 2 derniers cas de marketing de Sony. Extrêmement millimétré militairement. C'est-à-dire que le mardi 17, je sais plus c'était quand, à telle heure, tous les influenceurs relâchent leur avant-première de Last of Us. Et ils l'ont refait avec Ghost of Tsushima. Telle heure, pas, tout le monde relâche son avant-première de Ghost of Tsushima. À telle heure, pas, tout le monde met un screen sur Twitter. Regarde à quoi je suis en train de jouer, bientôt l'avant-première, les gars. Ça marche quand il y en a un ou deux quand c'est tout le monde et que c'est du battage industriel. Moi, ça me gave. On perd clairement le message d'authenticité, en fait. C'est tout simplement ça. Donnez à vos influenceurs un message cohérent et facilement compréhensible qu'ils peuvent diffuser. Un message clair signifie: les influenceurs créent un contenu de haute qualité et bien informé, les joueurs sont ravis du contenu de haute qualité et bien informé, les développeurs sont promus par un contenu de haute qualité et bien informé. Par exemple, encore pour reprendre Trial, à l'époque de Trial Fusion, au moment où on a fait les plus gros tournois de la communauté francophone, les développeurs nous ont mis en avant dans le jeu directement. C'est-à-dire que les gens lancent le jeu sur l'image d'intro du jeu, le hub central du jeu, le BCC4 relevait le défi de la communauté francophone, et c'était ouvert à toute la communauté, mais voilà. Et une fois que le contest était terminé, ils refont une truc, jouer aux circuits qui ont été créés par la communauté, les développeurs refont un stream derrière pour présenter les circuits, et ainsi de suite, quoi. Ils invitent également les créateurs dans des interviews, enfin bref, c'est ça un bon truc, un bon truc, voilà, un bon marketing d'influence, clairement. C'est vraiment top. Gagnant, gagnant, gagnant. Lorsque les joueurs voient la véritable passion des influenceurs pour votre jeu, ils sont inspirés à participer. Le marketing d'influence est vraiment une opportunité pour toutes les parties. Être authentique et transparent dans vos relations d'influence stimulera toutes les personnes impliquées. Pour résumer, commencez par des influenceurs qui jouent déjà à votre jeu, rapprochez-les du cercle de confiance et armez-les d'informations pour créer le meilleur contenu possible. Recrutez plus d'influenceurs en fonction de vos objectifs et de votre public cible. Donnez un message clair afin qu'ils puissent le diffuser partout. Concentrez-vous sur les méga et macro-influenceurs si vous recherchez la notoriété de votre marque, et sur les micro-influenceurs si vous souhaitez augmenter la conversion. Envisagez de créer un programme de partenariat ou d'affiliation si vous êtes intéressé par une approche plus locale. Offrez du parrainage à ceux qui vous apportent le succès, même s'ils créeraient du contenu gratuitement de toute façon. C'est ce qu'on a eu pour Trial. Notre site est partenaire Ubisoft et on a beaucoup discuté avec Ubisoft et Rednix autour de Trial. On a énormément échangé. Et c'est fait partie des plus belles années de ma vie, quoi. C'était vraiment, c'est une expérience incroyable. Traitez vos influenceurs avec respect, payez-les équitablement et aidez-les à progresser. Définissez des objectifs clairs et mesurables et effectuez des itérations en fonction de ce que vous apprenez campagne par campagne. Une vidéo certes un peu longue, mais diablement intéressante. Alors ça parle pas de smoothie, on est d'accord? Mais ça fait du bien aussi de s'asseoir un peu et de parler de toile de fond, c'est même pas un problème, de fonctionnement
du fonctionnement de tout ce bordel, de toute cette industrie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a intéressé, vous pouvez me parrainer en partageant cette vidéo autour de vous, en likant, en clochant, en commentant. Ça phagocyte l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye.